Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Padjemi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Miroir. Skincare routine, glow ou encore no make-up movement. Aujourd'hui, on va parler de maquillage, ou plutôt de cette industrie qui nous pousse de plus en plus à vouloir être belle au naturel. Moi, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire puisque je me maquille souvent et je suis une adepte de masques et autres crèmes en tout genre pour la peau. Oui, j'aime plutôt ça. Même si je sais qu'il y a toute une machine capitaliste derrière qui a commencé à vraiment industrialiser les cosmétiques dans la deuxième partie du 19e siècle. Ces dernières années, nous sommes passés du maquillage extrême et sophistiqué au maquillage dit naturel ou nude, du contouring de Kim Kardashian aux huiles naturelles d'Alicia Keys, avec en filigrane toujours le même niveau d'exigence, le besoin d'avoir une peau toujours pimpante, sans imperfection et n'utiliser aucun artifice, mais des tonnes de produits. En quoi la beauté naturelle est un signe extérieur de richesse ? Qui a la possibilité de n'utiliser que les meilleurs produits pour sa peau sans jamais se maquiller ? Est-on passé d'une injonction à une autre ? Autant de questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Zineb Drief, qui est journaliste et collabore régulièrement au M Magazine. Elle a enquêté sur ce sujet et s'est intéressée aux dynamiques de classe et de genre dans l'industrie de la beauté. Bonjour Zineb. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Avant de commencer, je voulais rappeler que vous n'êtes ni sociologue ni experte en beauté, mais que vous avez écrit plusieurs fois sur ces questions-là et ça m'intéressait justement de ne pas avoir un ou une experte, mais d'avoir un avis plus sociétal à travers votre point de vue et vos recherches. Vous avez écrit un article paru en avril 2019 dans Le Monde, dans le M Magazine du Monde, intitulé « La beauté naturelle, signe extérieur de richesse ». Est-ce que vous pouvez me raconter la genèse de cette enquête ? Donc moi, je suis journaliste à M, le magazine du Monde. On fonctionne comme beaucoup de rédactions avec des réunions, des conférences de rédaction hebdomadaires pendant lesquelles on propose des sujets, les uns et les autres proposent des sujets. Donc moi, on m'a proposé en mars, je crois, si ça m'intéressait d'explorer la question de la beauté naturelle du glow. Donc à ce moment-là, je ne sais pas exactement ce qu'est le glow. Je vois bien que c'est inscrit sur des tubes de fond de teint, sur des pots de crème. Donc je vois ce mot qui est omniprésent depuis à peu près 2 ans dans le monde de la cosmétique. Et je dis, bah oui, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir ce que c'est que le glow. Et c'est comme ça que je m'y mets. Parce qu'à M, régulièrement, on travaille sur des sujets beauté, mode, sur ce qu'on appelle le lifestyle, et on le décline en reportage, en enquête, en portrait, enfin comme n'importe quel autre sujet. Quelles sont les conclusions que vous avez tirées de cette enquête, justement ? En fait, au départ, je pensais que c'était essentiellement un mot comme ça de marketing. Je ne savais pas ce que ça pouvait vouloir dire. Le glow, c'est la beauté qui vient de l'intérieur, donc c'est rayonné, etc. Donc bon, à partir de là, je trouvais que ça disait pas grand-chose. Et puis, j'ai découvert une espèce de monde vertigineux de la cosmétique de l'intérieur. Donc, il y a effectivement du maquillage, il y a des fonds de teint, des crèmes, etc. Mais il y a surtout des produits spécifiques qui sont censés nourrir la peau de l'intérieur. Donc, ça va de gélules, de compléments alimentaires, de toutes sortes, à des produits plus surprenants. Je me souviens que j'étais allée au corner beauté d'un grand magasin. Dans les rayons beauté, il y a un corner glow qui est un corner permanent dans lequel on trouve des crèmes, des compléments alimentaires et tout un tas d'accessoires plus insolites dans un rayon beauté. On trouvait par exemple des gourdes. Donc, il y avait un mode d'emploi de la gourde. C'est une gourde tout à fait banale qui expliquait que boire est la clé d'une beauté qui rayonne de l'intérieur. Il y avait des rouleaux de jade, des thés d'oreiller en soie, des huiles, des masques en tissu, voilà, tout un tas d'accessoires comme ça qui sont censés nourrir ou favoriser le glow de la peau, donc l'éclat, la beauté intérieure. Mais on ne trouve pas ça uniquement dans les magasins, on trouve aussi sur les blogs beauté notamment. Il y a énormément de tutos, comme des tutos de maquillage classiques, des tutos pour entretenir son glow, et ça passe effectivement par des conseils qui sont des conseils de nutrition, des conseils de sport ou de pratiques sportives qui sont censés favoriser du glow, de tisane, voilà. C'est tout un marché. C'est vrai qu'en dehors du glow, il y a aussi toute cette idée de sans maquillage, parce que le glow ferait ressortir une beauté naturelle. Et dans ce papier, vous prenez en exemple la promo du film
film A Star is Born, où Lady Gaga a joué complètement au naturel. Et c'était l'occasion parfaite pour son esthéticienne de préciser qu'elle ne portait pas du tout de maquillage. Et je me souviens de Christina Aguilera ou d'autres célébrités qui ont pu le faire pour des clips ou pour des nouveaux projets. Et j'ai l'impression, un peu comme le mythe de la Parisienne, il semble y avoir une fierté de ne pas porter de maquillage ou de ne plus en porter. Comme si d'un coup, on avait changé de camp et qu'on prenait plus de valeur. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas parce que ce qu'on montre en s'affichant belle sans maquillage, c'est qu'on est belle naturellement, c'est qu'on n'a pas besoin de tous ces artifices, contrairement à toutes ces filles qui ont besoin de passer des heures à camoufler une imperfection. L'idée, c'est de dire, moi, ma beauté, elle est naturelle. D'ailleurs, sur la promotion du film Lady Gaga, on l'a beaucoup vue dans les magazines, posée sans maquillage. Ou en maquillage nude. Ou en tout cas, en maquillage nude. Voilà, parce qu'après, il y a comme ça... On en parlera un peu tout à l'heure. Voilà, on est sans maquillage visible, on est sans soin visible. On joue le naturel, en fait. On se couvre d'artifice, mais il faut que ça fasse le plus naturel possible. Donc, il y a un petit côté Belle des Champs qui revient, mais qui n'est pas nouveau. Hein. La beauté a été traversée comme ça par des mouvements où, effectivement, il y a eu des moments où il s'agissait d'apparaître comme belle sans artifice. Puis, le maquillage a été très à la mode à un moment. C'était la femme active qui sort, qui a un brushing, un rouge à lèvres, voilà. Donc, ça va et ça vient. Et en ce moment, c'est effectivement le no make-up, mais qui n'en est pas un. Moi, j'ai aussi découvert que c'était du make-up, mais qui n'avait pas l'air d'être du make-up. Mais c'est comme si, tout à coup, une Kylie Jenner, par exemple, qui, rappelons-le, a gagné 166,5 millions de dollars grâce à sa marque de maquillage, était considérée comme vulgaire parce qu'elle se maquille. Il y a un peu de ça, en fait. On se distingue de la masse qui se maquille en affichant un visage qui est nu. Alors, le maquillage, pendant longtemps, mais ça, c'est vraiment à travers les âges, il y a des périodes où on va considérer que le maquillage est vulgaire. Se maquiller, c'est être vulgaire, c'est renvoyer une image de soi-même qui est dévalorisée. C'est-à-dire qu'à le grand moment des cocottes, par exemple. Donc, ces femmes qui se maquillent, qui se parfument, qui s'habillent, qui parlent fort, etc. Donc, ils sont considérés plus ou moins comme des prostituées, et les femmes du monde qui, elles, au contraire, sont discrètes, pas très maquillées, qui parlent bas, qui dégagent pas des effluves comme ça quand elles se promènent, et puis d'ailleurs, elles se promènent pas dans les rues. C'est un peu on retrouve quand même un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a des créatures, par exemple, le physique des femmes, mais pas seulement des femmes, des hommes aussi, de la télé-réalité. Le glow, c'est l'antithèse absolue de ce qu'on voit dans ces émissions-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des corps... un peu huileux, parce que je sais pas, parce qu'ils doivent mettre de la lotion, je sais pas quoi, sous le soleil, ou hyper maquillés, ou très dénudés, très musclés pour les hommes, très plus pulpeux pour les femmes. On n'est pas du tout sur cette représentation-là. Quand on regarde, si on tape glow dans Google Images, c'est quand même super pour les représentations, les visages du glow ne sont pas ces visages-là. Les visages du glow, on est plutôt sur une esthétique... qu'on va plutôt retrouver sur Instagram, une esthétique plus douce, plus nature, plus saine aussi. C'est très associé à la vie saine, qui est la grande tendance. Vous écrivez justement, à la figure de la femme hyper glamour, maquillée et bien coiffée, s'oppose désormais celle de la femme affranchie de tous ses attraits superficiels, une conquérante pleine de confiance en elle. Je me demande, c'est qui cette femme ? Son âge, son métier, son milieu social ? Il faudrait vérifier dans Google Images, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est une femme plutôt urbaine, de grande ville, plutôt occidentale, qui travaille, qui sans doute cuisine chez elle, qui est plus ou moins écolo, qui prend soin d'elle. On pourrait imaginer plein de choses, en fait. C'est la femme parfaite d'Instagram. Je pense que c'est une femme qui n'existe pas, mais c'est une femme qu'on joue à être sur les réseaux sociaux. C'est une femme un peu fantasmée dans les magazines féminins. C'est la femme qu'on nous vend aussi. C'est une espèce d'icône très contemporaine qui fait du yoga, qui mange bien, qui prend soin d'elle, qui va pas passer 6 heures à se mettre des produits sur le visage. En réalité, si, mais différemment. Justement, si on prend le cas d'Alicia Keys, qui le 31 mai 2016, elle avait annoncé son souhait de ne plus se maquiller. C'est dans la newsletter qui n'existe plus
appelée aujourd'hui Lenny Letter, qu'elle se confiait sur cet acte de libération, entre guillemets, qui l'enfermait dans un rôle qu'elle n'avait pas envie de jouer. Je cite « À chaque fois que je quittais la maison, j'étais inquiète si je n'avais pas de maquillage, et si quelqu'un voulait prendre une photo, et s'il la postait. Voici les pensées superficielles mais honnêtes qui me passaient par la tête. Et elles étaient toutes basées, d'une façon ou d'une autre, sur ce que les gens pouvaient penser de moi. » Donc depuis cette déclaration qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, on a pu voir la chanteuse avec un peu de maquillage, hyper nude, mais on a aussi découvert la liste impressionnante des produits qu'elle utilise pour avoir une peau parfaite, s'élevant à plus de 500 € par mois. Et de nombreux facials, c'est ce qu'on fait chez l'esthéticienne, mais qui n'est plus une esthéticienne, mais qui est quasi une spécialiste de la peau. Et donc c'est un choix onéreux et pensé justement pour qu'elle puisse être toujours aussi belle que si elle portait du maquillage. Est-ce que tout ça n'est qu'une affaire de porte-monnaie, finalement ? Je ne sais pas si ce n'est qu'une affaire de porte-monnaie, parce qu'on peut aussi se dire il y a quand même des conseils qui tombent sous le sens. Faut pas fumer, faut dormir, faut boire de l'eau, pas trop boire d'alcool, s'hydrater la peau avant de dormir, je sais pas, se démaquiller avant de dormir, mettre de la crème solaire le jour. Bon, il y a des choses dont on se dit tout le monde y a accès. Sauf que quand on s'intéresse au glow, en tout cas en tant que marché dans la beauté, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de, non pas de produits, mais de techniques ou de choses à faire qui sont coûteuses. Par exemple, sur ce que vous disiez sur l'esthéticienne. Moi, j'ai découvert les facialistes. Donc, la facialiste, elle est entre l'esthéticienne et la dermatologue. C'est une spécialiste des soins pour le visage, mais qui n'est pas dermatologue. Et donc, on est sur des soins qui vont être moins agressifs qu'un peeling ou, enfin, je sais pas, un soin agressif, qui vont être des massages. Donc, on se fait masser le visage comme on se ferait masser le corps. Ça permettrait d'avoir une peau plus saine, plus belle. Il y a aussi les gélules, les compléments alimentaires qui sont coûteux. Il y a les crèmes. Les crèmes, ça coûte extrêmement cher. Et les prix dans ce rayon glow étaient fantastiques. Combien, par exemple ? Mais on peut avoir des crèmes jusqu'à 200 €, de compléments alimentaires à 30, 40, 50 €, de compléments alimentaires, parce que j'ai appelé des dermatologues quand même, pour essayer de comprendre ce qu'était cet éclat. Donc, ils avaient un petit peu de mal à comprendre ce que pouvait recouvrir le glow. Mais en tout cas, ce que les dermatologues m'ont répondu, c'est que le plus souvent, les compléments alimentaires, ça ne servait à rien. Donc, à moins d'avoir une alimentation très suivie par une nutritionniste, etc., qui va venir compléter ça par des compléments alimentaires, pour la plupart d'entre nous, c'est pas utile. En tout cas, ça n'est pas très utile pour la peau, ou alors il faut être accompagné. De la même façon, j'ai découvert ce qu'est la psychodermatologie, donc qui est une pratique de dermatologue qui s'intéresse à ce que fait notre psyché, en fait, à notre peau. On sait très bien, par exemple, que le psoriasis, ça peut être somatique, etc. Ou l'acné. L'acné, ça peut être lié au stress. Pour autant, ils ne parlent pas de glow et ne pensent pas que tout passe par les crèmes, le yoga et les compléments alimentaires. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a cette idée d'être healthy, d'avoir une vie saine et de montrer à travers sa peau un mode de vie qui serait proche de, comme vous disiez tout à l'heure, faire du yoga, manger bio, etc. Que la peau soit le reflet de notre mode de vie, c'est sans doute le cas, c'est sans doute vrai. On a plus ou moins une belle peau selon notre mode de vie. Après, le mouvement healthy et sain, en fait, il y a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est possible d'avoir une belle peau à condition de bien dormir, de bien manger, de prendre les bons compléments alimentaires, d'avoir la bonne facialiste, d'avoir la bonne thé d'oreiller. Je caricature un peu, mais globalement, c'est un petit peu ça. Et à côté, on va donc considérer que si ma peau est grise, que si j'ai des cernes, que si j'ai des boutons, en fait, c'est de ma faute. C'est parce que je ne prends pas suffisamment soin de ma peau, soin de ma vie, soin de mon alimentation. Donc, il y a une espèce comme ça de pression qui peut être assez compliquée à gérer, mais qu'on retrouve dans un peu tous les domaines. Ce côté d'hyper responsabilisation, de tu peux t'en sortir toi-même. Tu peux avoir une peau parfaite si tu fais les bons soins. C'est considérer que la part de génétique ou que la part de stress ou que tout ça n'a rien à faire dedans. Or si, en fait, ça joue aussi sur la peau et je ne crois pas du tout qu'on ait les mêmes ressources, qu'on soit en fait à égalité sur cette question de
de glow. Je crois que c'est pas uniquement lié à la bonne application de crème. Et vous parliez tout à l'heure d'Instagram. On peut voir de nombreuses publications partagées sur ce réseau. Sous les hashtags No Makeup ou No Makeup Challenge, il y a près de 20 millions de publications à ce jour, avec parfois des femmes maquillées donc en nude, on en parlait tout à l'heure, et d'autres vraiment non maquillées, mais qui se forcent quand même à poster une photo sans maquillage pour prouver quelque chose. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont changé la donne à ce niveau-là ? Mais les réseaux sociaux ont forcément changé plein de choses dans nos représentations. Pour le meilleur aussi, c'est-à-dire qu'on voit des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est les réseaux sociaux qui ont poussé les marques. Certes, il y a une récupération, mais enfin quand même à choisir des femmes et des hommes dont les corps ne sont pas des corps qu'on avait l'habitude de voir dans la publicité, des visages, des peaux, des profils qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc je pense que c'est un peu à double tranchant. On a à la fois des normes qui, d'une certaine façon, nous emprisonnent, et en même temps, c'est aussi sur ces mêmes réseaux qu'on voit apparaître de nouvelles choses, de nouvelles façons de parler de soi. Quand on voit, par exemple, les ados et l'acné... Oui, il y a même des influenceurs acné, qui représentent un mouvement Mais moi, je trouve d'acné. Ouais. je trouve ça super. Enfin, ça vient dédramatiser un petit peu l'acné à l'adolescence. Sur les questions de grossophobie, je crois aussi que ça a quand même vachement tous les fait sujets qu'on bouger, traite dans ce podcast. Les choses. Moi, le livre de Gabrielle Dédier, donc c'est pas sur les réseaux sociaux que je l'ai vu, mais enfin, moi, quand j'ai lu son livre, j'ai compris quelque chose de ce qu'on produisait collectivement de méchanceté, de ce qu'elle raconte quand même, de son parcours de vie, de remarques, d'injustices, de difficultés dans le monde du travail. C'est très fort. Je n'avais jamais entendu un témoignage ou lu un témoignage pareil. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit « Ah, mais on est capable collectivement de produire ça, d'exclure des gens du monde du travail parce qu'ils sont trop gros. » Donc ça vient remuer des choses, et je pense que les réseaux sociaux permettent quand même à des gens de prendre la parole sur ces questions-là, et en même temps de nous imposer des objectifs de vie inatteignables, du type le glow. Ça fait quelques années qu'on constate un boom de l'industrie skincare, dont le glow que vous évoquiez au début. Donc c'est souvent écolo, souvent naturel, et ça représente un marché de près de 750 milliards de dollars au niveau mondial. Il y a 30 ans, c'était à peine 4. Donc ça a énormément progressé. Initialement, les soins de la peau étaient plutôt pharmaceutiques pour devenir peu à peu cosmétiques. Et donc avec ça, il y a des marques comme Glossier, Goop, Seasonly, The Ordinary, souvent des noms à consonance anglophone. Donc avec une identité très propre, très pure, et des pubs délicates où on voit des mannequins pas du tout maquillés. Est-ce qu'on peut dire qu'avant, on essayait de cacher nos imperfections et que maintenant, on veut absolument nous sublimer ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose d'être vraiment soi, de l'authenticité. Ce qu'on retrouve dans les messages publicitaires de ces marques, c'est beaucoup « soyez vous-même, soyez authentique, révélez votre beauté intérieure », mais au sens votre beauté profonde, votre beauté qui n'est pas que physique, mais qui est votre beauté d'âme. Il y a l'idée de révéler une certaine authenticité, et à travers cette authenticité, une certaine beauté, parce qu'on serait tous plus beaux une fois authentiques, une fois débarrassés de tous les artifices. Il y a cette idée-là. Après, ces marques, elles vendent à peu près les mêmes produits que les autres, c'est-à-dire des tubes de rouge à lèvres, des fards, c'est purement un emballage, pour le coup, marketing. Mais elles ne s'adressent pas à la même population, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des prix, parfois il y a des prix qui sont... s'adressent pas à la même population. Qui sont très très élevés, et donc tout le monde ne peut pas forcément consommer. Enfin, dans les marques que j'ai citées, c'est pas le cas pour toutes, mais par exemple, si on prend l'exemple de Goop, il y en a plein d'autres, ça coûte extrêmement cher. Et donc, qui a le droit, finalement, de jouir de ces produits et de se dire, moi aussi, je veux ce glow qu'on nous vend tant ?
On se distingue aussi aujourd'hui par sa consommation. On fait des choix. On fait le choix de Kim Kardashian ou de Goop, en fait. On appartient à l'une ou l'autre de ces communautés, de ces bandes, en achetant l'un ou l'autre, on exprime quelque chose de soi. En tout cas, quand on le médiatise sur ses propres réseaux sociaux ou qu'on dit « moi je suis Goop » ou « moi je suis… » Je ne sais pas quelle marque utilise Kim Kardashian, mais j'imagine qu'elle doit être l'icône d'une marque ou deux ou de la sienne propre, mais qui ne doit pas avoir les mêmes codes que Goop. On peut considérer qu'il y a eu, parmi d'autres, 2 grandes œuvres majeures féministes sur l'industrie de la beauté et sur l'injonction au maquillage. Donc il y a Quand la beauté fait mal de Naomi Wolf, sorti aux États-Unis en 1990, et Beauté fatale de Mona Chollet, que j'ai eu la chance de recevoir d'ailleurs, sorti en 2012 chez nous. Pour résumer, dans ces 2 ouvrages, elle nous explique comment et pourquoi cette industrie a pour but de complexer les femmes avant tout, pour qu'elles puissent consommer encore et toujours plus, en espérant correspondre à un idéal de beauté inatteignable. Et plus les femmes seront préoccupées par leur apparence, moins elles auront du poids dans la société. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des choses qui ont changé depuis ces publications? Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé depuis ces publications, mais ce qui est intéressant en tout cas sur Beauté fatale, moi, que j'ai lu et j'aime beaucoup les livres de Mona Chollet, je crois qu'elle a changé peut-être la vie de plusieurs centaines, milliers de lectrices avec ce livre, mais pas seulement, avec son dernier livre aussi. Je crois qu'elle incarne quelque chose vraiment pour plein de filles et de générations différentes, sur l'injonction à la beauté, la culpabilité, le besoin de ressembler à certains modèles. Moi, avec une de mes copines, on parlait du syndrome du magazine féminin, et notamment quand on est plus jeune, parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres, y compris pour quand on a entre 15 et 25 ans. Quand on a fini un magazine féminin, on se sent un peu mal, un peu déprimé, parce qu'en fait, mais c'est toujours cette histoire d'injonction contradictoire. Il y a la moitié du magazine, alors je ne parle pas pour tous les magazines féminins, mais pour beaucoup, la moitié qui est consacrée à nous expliquer comment, justement, on doit se sentir bien en étant nous-mêmes, ne pas se préoccuper de nos problèmes de poids, de peau, de cheveux, de je ne sais pas quoi. Et les pages d'après, c'est une espèce de... On va vous expliquer comment il faut maigrir des bras. Enfin, je veux dire, c'est des vrais articles, je n'invente pas. Non, je m'en rappelle c'est quand même de cet fou. article. J'aurais pas pensé. Quels exercices faut faire pour maigrir des bras sur 2 pages. Voilà ce qu'il convient de manger, voilà ce qu'il convient d'acheter. En plus, la moitié du temps, c'est des produits extrêmement chers ou des vêtements extrêmement chers, donc qu'on va pas acheter de toute façon. Donc on se dit, on les aura jamais. Ça fonctionne un peu comme Instagram. Il y a un truc un peu de frustration. Donc je sais pas si les choses ont changé. Je suis pas certaine. Donc en parlant d'Instagram, il y a des choses qui changent, notamment des comptes qui se créent pour contrer tout ça, ou en tout cas pour contrer les injonctions de la société, des magazines féminins et de tout ce qu'on nous vend à longueur de journée. Et il y a un compte Instagram qui s'appelle Mouvement No Make-up, qui a été fondé par une femme qui s'appelle Asiba, où elle partage des témoignages de personnes qui ont décidé d'arrêter de se maquiller et explique pourquoi. Je l'ai vue au téléphone, elle m'a dit que pour elle, c'était hyper important de faire ça parce qu'elle avait l'impression d'en être arrivée à un point où elle était obligée et qu'elle n'avait plus envie de ça, qu'elle avait vraiment envie de sortir de ses codes sans pour autant critiquer les femmes qui se maquillent parce qu'elles-mêmes continuent parfois à le faire, mais que c'était vraiment important de libérer la parole sur cette notion de choix, en fait, de choisir et de se dire, voilà, s'il y a des matins, j'ai envie de me faire hyper jolie en me maquillant, ok, si j'ai envie de me faire jolie autrement ou pas du tout, ce n'est pas grave. Est-ce que vous pensez que ce sont des initiatives qu'on verra de plus en plus et que ça dessine un peu le futur de tout ça? Sur le partage de témoignages des unes et des autres, oui, je crois qu'on va continuer à en voir beaucoup et je crois qu'on avance souvent beaucoup sur plein de sujets ces dernières années. On a beaucoup avancé comme ça par le partage de témoignages. Sur la contrainte que représente le maquillage, moi je me maquille peu, mais pas parce que ça prend du temps, essentiellement, et que je ne sais pas me maquiller. On n'a pas parlé de l'apprentissage aussi. Il y a celles qui savent se maquiller, celles qui ne savent pas se maquiller, celles qui se maquillent trop, celles qui se maquillent pas. Enfin, il y a aussi tout un... Même si je pense qu'on se maquille jamais trop,
C'est selon le choix de la personne, mais c'est la société qui Oui, c'est ça que je veux dire. trop, C'est pas que je juge que c'est ce qu'on dit, c'est en revenir aux cocottes, c'est-à-dire qu'on trouvera toujours qu'on est soit trop maquillé, soit pas maquillé, mais faussement pas maquillé. Enfin, il y a quand même globalement un problème sur la façon dont on juge et dont on se juge entre femmes sur ces questions de maquillage. Mais je me souviens combien ça, et ça continue d'ailleurs de la choquer, combien ça choquait ma grand-mère que je me maquille pas, je m'épile pas les sourcils non plus. Pour la même raison, c'est que je me dis c'est une contrainte de plus. Il y a déjà tout le reste, c'est déjà suffisamment pénible d'être une femme. Et ça l'a choquée beaucoup, et elle m'a raconté que son mari, mon grand-père, qui est mort il y a quelques années, ne l'avait jamais vue sans maquillage. Ça m'a paru complètement baroque, c'est-à-dire que je n'imaginais pas une vie entière passer comme ça, c'est-à-dire qu'elle se réveillait avant lui, qu'elle se maquillait, qu'elle se remettait, une vie entière. Une vie entière, il ne l'a jamais vue démaquillée. Je trouve ça renversant. L'inverse l'a choqué, du coup. Mais comme une impolitesse, en fait, aux yeux des autres et du monde. C'est un peu impoli de se promener comme ça dans la rue alors que t'as rien. On dirait que t'es tombé du lit. Mais ça m'avait frappée. C'est-à-dire qu'elle considérait que c'était une absence de considération, c'est une absence de considération pour les autres ou de politesse, de pas... Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'était à chaque fois par rapport à son mari. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que la beauté des femmes est souvent liée au regard de l'homme. Donc comment l'homme va, ou les hommes, pardon, vont juger la manière dont les femmes se présentent, si elles sont assez belles ou pas, si elles respectent les codes esthétiques d'une certaine féminité. Et c'est là où dans votre anecdote, ça ressort totalement. Elle se prépare avant le réveil de son mari pour qu'il la voie la plus belle possible, en tout cas pour lui. Moi, la première fois, en tout cas, que j'ai pris conscience que c'était une contrainte supplémentaire à toutes les autres qu'on s'impose, c'est quand je me suis rendu compte, ça devait être mes premiers copains ados, qui passaient pas autant de temps à se préparer. Et que nous, on pouvait en parler des heures avec les copines de qu'est-ce que tu mets, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu fais, et puis tu t'épiles et tu machins, et tu te coiffes, et qu'on en parlait avant un rendez-vous, avant une fête, avant un truc, et qu'on voyait les autres débarquer en... Sans doute s'étaient-ils préparés aussi, mais je pense que ça prenait quand même moins de temps, moins de discussion, et je suis ravie d'être sortie ça, mais il n'y a pas non plus si longtemps. Et il n'y a pas que ça, malheureusement. Donc pour finir, est-ce que vous avez des recommandations de livres, de documentaires, de ce que vous voulez, qui pourraient intéresser les personnes qui nous écoutent ? Beauté fatale, c'est un livre, aujourd'hui c'est un ouvrage de référence, un classique qui est vraiment, moi, qui m'a beaucoup apporté. Et le livre vraiment de Gabrielle Dédier, qui pour moi est un livre extrêmement important, quoi. Sur les conséquences des injonctions, de ce que ça produit et je crois vraiment de notre responsabilité collective dans la discrimination des uns et des autres sur des critères physiques. Et en prendre conscience, c'est prendre conscience d'une situation absurde, injuste et insupportable en fait. En tout cas, moi, ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que pouvaient subir les gens qu'on considère comme trop gros. Gabrielle, que j'ai aussi reçue dans cet épisode, que vous pourrez écouter. Merci Zineb. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à Zineb pour cette discussion très enrichissante. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à réagir. Je remercie toute l'équipe de Binge Audio, avec Mathieu Thévenon à la réalisation, Diane Jean à la production, avec l'aide de Camille Regache et David Carzon. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt.